Salut Thomas. Salut Benoît. Tu te rappelles quand toutes ces entreprises de la Silicon Valley promettaient de rendre le monde meilleur? Ça paraît tellement loin tout ça. Tu te rappelles, genre Google il disait Don't be evil. Mark Zuckerberg il disait Make the world a better place ou des trucs comme ça. Ouais, mais ils étaient vraiment optimistes à l'époque. Ils y croyaient? Bon, je pense qu'ils y croyaient pas une seconde. En tout cas, le doute est permis. Toutes ces entreprises, on les appelle les GAFAM. C'est un mot un peu fourre-tout et on a reçu un auteur qui démontre dans son livre que derrière ce beau discours de Mark Zuckerberg se cache une réalité bien plus sombre, celle d'entreprises encore plus puissantes que tous les États du monde réunis. Oui, cet auteur, c'est lui. Julien Nossetti, je suis chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et en même temps chercheur aussi au centre Géode. Géode, ça veut dire géopolitique de la datasphère. Et à côté de ça, je suis enseignant à Sciences Po sur les questions de gouvernance mondiale des technologies, donc avec une bonne partie de numérique et d'IA. Avec lui, ce qu'on a voulu savoir, c'est comment est-ce que les plateformes deviennent des vraies machines à radicaliser. Ces plateformes, sous couvert de discours philanthropiques, ont en fait une réalité qui est un petit peu plus problématique et surtout qui questionne pas juste la façon dont on est sur Internet et la façon dont ça touche nos vies, mais la gouvernance du monde réel. C'est-à-dire que là, la frontière entre le monde réel et le monde virtuel n'a pas de sens. Son livre, il s'appelle Les GAFAM, regarde, je l'ai là. Et c'est un livre, que sais-je, tu sais, c'est des petits livres qui expliquent tout un sujet. Et ça se lit hyper vite. Et c'est trop bien parce que moi, t'apprends plein de choses. Et puis c'est concis, c'est-à-dire que ça tourne pas autour du sujet, c'est pas mal. Ma première question, Thomas, c'est pour toi. Est-ce que tu peux me dire qui sont les GAFAM? Alors, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, et c'est comme les rois mages, le dernier, j'oublie tout le temps. Attends 2 secondes, j'ai sur le bout de la langue. Facile. Une pomme. Apple, bien sûr. Suis-je bête? J'oublie, mais parce que je suis très Android, moi. Voilà. Julia, est-ce que tu peux nous dire qui a créé cet acronyme GAFAM et quand est-ce qu'il a été créé? Est-ce qu'on a la personne originelle? Alors, on n'a pas le patient zéro. On n'a pas le patient zéro. En fait, il y a pas de paternité revendiquée pour ce sigle des GAFAM. Alors en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est un acronyme qui s'est imposé petit à petit dans le débat public et politique. Il y a pas un moment précis en fait où tout le monde s'est mis à parler des GAFAM, et c'est plutôt entre le milieu, la fin des années 2000, où on a commencé à voir apparaître le mot de GAFA tout court, sans le M de Microsoft, qui s'est rajouté vers 2014-2015, à un moment où Microsoft commençait à réorienter sa propre stratégie, à un moment où en fait on évoquait surtout Microsoft comme un acteur quasiment du monde d'avant, hein, donc avec sa suite logicielle, etc. Mais c'est un moment où Microsoft a investi massivement dans l'IA, dans les services cloud qu'il propose aujourd'hui, par ailleurs, et a racheté certaines plateformes comme LinkedIn. Bon, donc d'où le hub de Microsoft qui s'est ajouté plus tardivement, mais une nouvelle fois, personne ne revendique cette paternité de GAFA, de GAFAM. Il y a un caractère quand même très européen. Les Américains évoquent davantage des acronymes renversés, voilà, le FANG, le FANGMAN, avec une petite tendance chez eux à ajouter le N de Netflix, qui est une constante, hein, dans tous les acronymes qu'on peut retrouver ici et là. Et c'est intéressant, hein, Netflix, parce que ce que j'évoque parfois dans des conférences ou dans des cours, le cas américain est très révélateur. Il y a une stat, moi, m'a beaucoup marqué ces dernières années. Depuis 2021, en chaque fin de semaine, donc entre le vendredi soir et le dimanche soir, Netflix aux États-Unis consomme le tiers de la bande passante d'internet dans le pays. Donc ce qui montre bien en fait le côté très physique, en fait, très matériel d'une plateforme comme Netflix. Donc ça vous surprendra pas, bien sûr, mais je pense que c'est aussi très révélateur de ce côté aussi très physique de plateforme qu'on a eu tendance pendant très très longtemps à ramener dans leur giron immatériel pour faire un peu old school. Donc c'est aussi intéressant, et ce qui montre aussi
d'autres types d'investissements que tous ces GAFAM ou ces Fangman et que sais-je vont être amenés à faire dans d'autres secteurs comme voilà les data centers, les câbles, etc. Je me permets juste là-dessus parce que tu parles de Netflix. Alors j'avance vraiment beaucoup dans les sujets qu'on voulait aborder, mais justement tu parles de Netflix qui prend le tiers de la bande passante aux États-Unis. On parle beaucoup quand on parle d'intelligence artificielle du coût écologique de l'IA, notamment de l'empreinte écologique de l'IA. Mais là, un tiers de bande passante pour Netflix aux États-Unis. Mais l'empreinte environnementale, elle doit être immense. C'est quoi l'empreinte écologique des réseaux sociaux et des plateformes quand elles sont aussi, on parle de Netflix pour aller après vers les autres plateformes, des empreintes environnementales de ces plateformes qui sont partout, qui sont quasiment hégémoniques, que tout le monde utilise et qui, en fait, à chaque fois qu'on scrolle, enregistre des centaines, des milliers de data d'un seul coin de pouce. Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors, personne n'a réussi pour l'instant à modéliser précisément ce coût environnemental. Ce serait très précieux, évidemment, surtout à un moment où le curseur est passé des plateformes sociales vers l'IA, donc avec voilà, notamment une stratégie américaine en matière d'IA qui va consister à bâtir des infrastructures gigantesques. Des data centers absolument énormissimes, alimentés avec des puissances de calcul là aussi tout plus phénoménales les unes que les autres, et des investissements en circuit quasi fermés des géants du secteur. Hein. Donc aux États-Unis, ça va être les Oracle, Nvidia, OpenAI, Microsoft, etc. Donc tout ça contribuant à comment dirais-je, donner un caractère superlatif aux investissements. Bon, mais pour en venir en fait à ce coût environnemental, aujourd'hui on le suppose, on le devine. Il y a évidemment des conséquences très concrètes sur déjà des zones où des data centers de ces GAFAM sont implantés, sud de l'Europe, Mexique, etc., où il y a déjà une raréfaction de l'accès à l'eau, parce que ces data centers supposent aussi une alimentation en eau pour refroidir les serveurs de ces infrastructures. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, dans des zones où l'accès à l'eau est extrêmement important pour les activités économiques, mais aussi et peut-être surtout pour les populations, c'est un problème qui va peut-être se renforcer. Bon, d'où aussi une stratégie d'implantation data center dans des zones plus froides, en Alaska, au-delà du cercle polaire, dans les pays scandinaves, etc. Groenland peut-être. Bon, ça c'est une autre question, mais pour le coup ça montre bien ce caractère quand même très sensible. Donc coût environnemental, oui, surtout lié au stockage de données qui est toujours plus là aussi superlatif. Et en fait, on a beaucoup de mal à chiffrer cette quantité phénoménale de données aujourd'hui qui font évidemment tourner nos économies et dont nous-mêmes en tant qu'usagers on a beaucoup de mal à nous rendre compte en fait de cette production de ces échanges et pour le coup du stockage parce qu'en fait toutes nos vies numériques sont stockées, archivées. Est-ce que justement cet acronyme GAFAM qui mélange quand même de Apple, Microsoft, Facebook, qui s'appelle même plus Facebook, est-ce que ça nous empêche pas de penser correctement à qui ils sont? Ça les invisibilise finalement dans une grosse masse difforme. Alors c'est un peu l'intérêt de savoir de qui on parle. Effectivement, dans le livre, j'aborde toute cette généalogie de cycles d'acronymes et c'est important évidemment de mettre un nom d'entreprise derrière des initiales. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu parler de Netflix où j'ai évoqué Nvidia ou OpenAI. Mais en même temps, ça apporte une sorte de voile discret sur effectivement des acteurs déjà qui sont très différents les uns des autres. Ça peut paraître assez étrange d'aller comparer directement à Amazon avec un Netflix ou un Meta ou un Facebook par rapport à Apple. Donc en effet là je pense qu'en fait il y a tout un effort de nuance à apporter
parce qu'on a affaire à des acteurs qui n'ont pas la même stratégie d'expansion commerciale, le même business model, même si évidemment pour quantité de ces GAFAM, on va avant tout parler de revenus tirés de rentes publicitaires. Bon, même si évidemment là, des Apple ou des AWS vont se distinguer bien sûr par d'autres types de revenus, mais pour le coup oui, et c'est là où d'autres expressions comme Big Tech ont essayé de faire évoluer un petit peu le débat. Alors là, certes avec un caractère peut-être plus américain. Dans Big Tech, tu rajoutes Oracle, Salesforce, des Yahoo, plein d'autres marques. Même dans les acronymes que tu sors aussi, il y a les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Il y a alors les Européens, ils disent quoi? Ils disent les VLOP, les Very Large Online Platforms. Donc chacun appelle ça, mais c'est GAFAM qui reste quand même en tête de la popularité, quoi. Voilà, qui reste en tête de popularité, d'où aussi le titre retenu pour ce livre. Donc voilà, il y a une discussion évidemment assez importante avec l'éditeur à ce sujet, parce qu'il s'agissait aussi de bien nommer en fait les acteurs dont on parlait. Mais en fait, Big Tech est intéressant par rapport aux parallèles qui ont pu être faits dans l'histoire très récente de l'économie américaine, avec des comparaisons avec le Big Tobacco, donc les acteurs du grand cigarettier américain, la Big Pharma, donc avec les grandes boîtes de l'industrie pharmaceutique, etc. Donc c'était une forme d'analogie assez confortable, peut-être voilà, que les régulateurs et les parlementaires américains ont pu faire. Après, voilà, l'expression est peut-être sujette à certains raccourcis, mais ça c'est un autre thème. Justement, tiens, on repart dans l'histoire parce que dans ton livre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu fais le parallèle avec la Compagnie des Indes, donc une société très 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 ancienne. Pourquoi tu fais ce parallèle entre ces sociétés-là et ces GAFAM? Alors j'essayais là aussi peut-être voilà sans céder à la facilité des raccourcis de trouver de bonnes comparaisons dans l'histoire économique au long cours. Alors si on retient l'histoire récente, on va retenir là aussi l'histoire américaine avec les grands acteurs du monde pétrolier, donc ce qu'on appelait la Standard Oil avec les sept sœurs qui des années 1900 aux années 1940-50 ont ultra dominé le paysage pétrolier américain. Mais il y a eu à un moment une intervention très ferme du régulateur américain pour scinder ce monopole en plusieurs sociétés. Mais ce qui est plus intéressant, parce qu'en fait les acteurs pétrolo-américains n'ont pas eu globalement de poids géopolitique et financier absolument écrasant. Voilà, même si évidemment ils ont été majeurs et puis ils restent des acteurs à part entière. Mais si on replonge dans l'histoire plus ancienne, en effet l'exemple des compagnies des Indes. Alors il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu la française, la portugaise, la hollandaise, mais surtout la britannique. Hein. C'est peut-être celle qui me sert d'illustration peut-être la plus juste à mon sens, parce que la Compagnie des Indes britannique, donc là on est dans l'Europe, enfin dans le monde même, c'est l'Empire britannique qui voilà, le soleil ne se couchait pas sur l'Empire, donc entre le 16e et la fin du 19e siècle, où en fait la Compagnie des Indes déjà avait un rôle majeur dans la gestion de certaines parties de l'Empire, en Inde, mais aussi dans les Caraïbes, et avait des prérogatives qui jusque-là appartenaient à l'État. Donc là, en l'occurrence, à la couronne britannique. Donc le fait d'aller battre monnaie, le fait de rendre la justice, le fait de lever des armées même. Donc ça, pour le coup, ça a été accaparé à un moment par cette Compagnie des Indes britanniques. Alors je suis pas en train de dire en rappelant ça que Facebook ou Amazon vont demain, après notre échange, lever une armée et puis aller booter les équipes de Microsoft ou de Google hors du territoire. Mais même si ça peut être intéressant de réfléchir à des scénarios un petit peu voilà sur ce plan-là. Mais pour le coup, je trouve la comparaison assez intéressante dans la mesure où cette Compagnie des Indes a eu une surface, une empreinte absolument majeure dans la vie économique et politique internationale. Donc au-delà du seul cas
britannico-britannique, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la fin, l'issue de cette Compagnie des Indes, puisqu'elle a fini par être rattrapée par ses propres affres et notamment par son poids politique et même militaire qui commençait à gêner aux entournures les responsables britanniques, hein, donc en l'occurrence la reine Victoria et sa descendance. Et le sort de la Compagnie des Indes s'est joué dans un tribunal de Londres et décision a été faite très rapidement. Hein, la séance a duré quelques dizaines de minutes de mettre un terme à l'existence même de la Compagnie des Indes. Donc là, on peut aussi imaginer des scénarios plus ou moins similaires avec les velléités de régulation, voire de démantèlement aux États-Unis comme en Europe de ces GAFAM. Donc voilà, je trouve qu'à la fois dans cette dimension d'expansion, de puissance et en même temps de régulation et d'encadrement, voire de fin, ça peut être un parallèle assez amusant. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que on a un exemple qui est plus près de nous que la Compagnie des Indes, qui est la Standard Oil, qui a été démantelée. En 2020, il y a eu un rapport du Congrès qui a recommandé le démantèlement d'Amazon, de Facebook et de Google. Déjà, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que des États, pourquoi est-ce qu'il y a eu un rapport national, un rapport officiel demandant le démantèlement de ces entreprises? Et surtout, qu'est-ce qui fait que c'est aussi dur d'appuyer sur le bouton rouge? Alors, effectivement, ça c'est une question passionnante parce que j'évoquais le caractère parfois très très vif des débats aux États-Unis, et ce qui m'a toujours frappé parce qu'en fait on a l'image chez nous en Europe d'une Commission européenne via Margrethe Vestager, via Thierry Breton qui monte au créneau, qui va vouloir imposer des amendes faramineuses contre Apple ou Google, etc. Mais en fait, le législateur américain est beaucoup moins sympa vis-à-vis des GAFAM et généralement a une cohérence sur la durée peut-être plus importante que nos responsables bruxellois. C'est un autre sujet. Mais pour le coup, au Congrès américain, effectivement, le député David Cicilline, en 2020, avait pu publier ce rapport qu'il avait mis beaucoup de temps à élaborer. Hein. Ça avait été fondé notamment sur des entretiens fleuves avec les responsables de ces boîtes, et de mémoire il s'était surtout focalisé sur Amazon et sur Google, avec non pas comme en Europe une visée, une ambition de régulation, au sens où nous on y comprend surtout l'idée d'aller encadrer des comportements, d'aller réguler des usages, essayer de maîtriser des abus. Non, pour lui, hein, il s'agissait surtout d'aller démanteler des activités d'Amazon ou de Google en l'occurrence qui lui semblaient prédatrices et exagérément monopolisé, donc et même oligopolisé si on veut coller évidemment aux termes économiques en vigueur. Donc ça c'est important de bien mesurer ce côté très politique aux États-Unis et pourquoi ils ont du mal à appuyer sur le bouton rouge. Il y a plusieurs facteurs. Il y a peut-être un curseur aux États-Unis qui est plus placé sur la dimension anticoncurrentielle. Donc les grandes lois antitrust qui sont un petit peu le comment dirais-je, l'alpha et l'oméga de la vie économique américaine. Si on veut pousser le curseur plus loin, je pourrais dire qu'il y a une sorte de catéchisme de l'antitrust aux États-Unis où c'est important, c'est absolument c'est cardinal d'aller coller à ces grands standards de respectabilité, d'éthique sur l'antitrust. Alors que nous en Europe, on a plutôt une tendance à évoquer les cadres fiscaux, c'est-à-dire les pratiques de contournement, d'évitement fiscal des Amazon, des Apple, etc. qui vont tout faire pour aller payer le moins possible d'impôts auprès des pays dans lesquels ils réalisent leurs principaux bénéfices. Pourquoi les États-Unis ont démantelé assez rapidement AT&T ou d'autres sur les doigts antitrust comme tu dis, et pourquoi là est-ce que ces GAFAM touchent autre chose, par exemple l'impérialisme? Est-ce que c'est ça qui les sauve?
Alors, ce qui sauve les GAFAM, c'est effectivement une capacité de leur part à mobiliser des arguments qui vont faire mouche, et généralement au Congrès. Et c'est là où c'est intéressant de se remémorer les quelques auditions de Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, qui à chaque fois qu'il a été auditionné au Congrès, ça s'est produit de mémoire 9 ou 10 fois ces dernières années. À chaque fois, il porte une cravate, ce qui est rare, et puis il tire une tête absolument incroyable. Et quasiment à chaque fois, quand le régulateur américain a été assez insistant, il y a parfois eu des questions très mordantes, à la limite parfois du débordement quand on revisionne les auditions, où Zuckerberg finit par répondre, écoutez, si vous nous encadrez, si vous nous démantelez, vous ferez mécaniquement le jeu de la Chine. Et c'est là où, pour le coup, c'est cette question de la régulation, du démantèlement prend une tournure géopolitique, parce que la fixation, l'obsession des décideurs américains, civils comme militaires, publics comme privés d'ailleurs, aujourd'hui, est tournée vers la Chine. Donc le rapport d'influence, de puissance par rapport à cette Chine sur le plan commercial et sur le plan technologique. Donc ça, c'est important de bien comprendre aussi ce cadre de pensée aux États-Unis, où il y a une vraie constante au gré des administrations successives, entre Obama, Trump 1, Biden, Trump 2, malgré des discours qui prennent une forme différente, évidemment. On peut pas comparer le Obama 2 à Trump 2, c'est bien logique, mais la constante des intérêts technologiques, commerciaux, militaires américains restera la même. Et c'est là où, pour le coup, il faut bien se souvenir de l'interpénétration entre l'écosystème civil, commercial de la Silicon Valley, et aussi d'un socle sécuritaire et militaire qui remonte aux origines même de la région de la Silicon Valley. Donc ça, c'est bien important pour à la fois dépasser les facilités de l'acronyme de GAFAM dont on parlait tout à l'heure, et de bien mesurer ce que j'essaie de faire rapidement dans le livre, le caractère aujourd'hui très très géopolitique finalement de sociétés qui n'hésitent plus à s'exprimer ouvertement sur la question chinoise, sur les régulations européennes du numérique, sur des questions liées aux valeurs, liées au changement climatique, etc. Donc, on voit bien que le curseur idéologique a un peu, voire beaucoup, varié au gré des dernières années, mais ce sont plus seulement de simples plateformes. C'est plus seulement des acteurs du numérique, c'est vraiment des acteurs internationaux. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui vivent sans GAFAM du tout? Ou est-ce que ça n'existe pas? Ça c'est une très bonne question, parce que pour le coup, ça renvoie d'abord à la Chine. Ta question montre bien, indirectement la capacité ou pas de certains pays à créer des écosystèmes totalement alternatifs. Et ça, l'exemple chinois montre bien que by design, certains pays comme Pékin ont su constituer un écosystème technologique totalement, alors je vais pas dire souverain parce que le terme est un peu galvaudé là dans nos discussions, mais pour le coup dont les principaux acteurs du numérique ne font pas paille figure par rapport à leurs homologues californiens. Tout ça, évidemment, doit être débattu aussi à l'aune de la présence, à certains moments, notamment dans les années 2000, des Microsoft et des Google en Chine même, d'où ils ont été éjectés à la faveur du retour de Xi Jinping, de l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir à partir de 2012. Mais globalement, la Chine est peut-être l'exemple le plus abouti de cette étanchéité et de cette capacité à porter, à soutenir ses propres acteurs analogues au GAFAM. Il y a d'autres pays où je parlerai pas de GAFAM, mais pour le coup nationaux, mais de quelques sociétés qui ont su ou qui parviennent toujours à damer le pion au GAFAM. En Corée du Sud, par exemple, vous avez Naver, qui est une sorte de Google plus, on va dire, donc moteur de recherche, puis ensuite tout un écosystème de services et d'applications qui gravitent et qui permettent aux usagers d'accéder à quantité d'applications. Et en fait, Naver depuis l'origine est le service
privilégiés, favorisés par les Sud-Coréens. Il y a aussi la question russe, bien sûr, même si aujourd'hui on a beaucoup moins de données fiables compte tenu de la fermeture et de la répression numérique qui sévit dans ce pays. Et en fait, en Russie, vous avez d'abord eu Yandex, qui pour l'anecdote a été créé 1 an avant Google. Hein. Donc Yandex, un peu l'équivalent de Google, qui a su se diversifier très largement dans l'IA. En particulier et qui au départ était vraiment un acteur très libéral, très ouvert sur l'international et qui a été totalement repris en main depuis quelques années en Russie. Voilà, il y a d'autres exemples nationaux en Russie qui montrent bien cette différenciation par rapport aux GAFAM dont on parle, mais les exemples sont quand même assez peu nombreux si on met de côté la Chine. Donc il y a quand même une très forte dépendance aujourd'hui dans le monde par rapport à ces outils américains et en Europe on est quand même très bien placé pour mesurer cette extrême dépendance. Alors dans certains secteurs plus que d'autres, hein, et c'est là où la question du cloud est quand même très pesante. J'ai demandé à Inia quels seraient les GAFAM européens. Il me parle de SAP, c'est vrai que c'est un gros logiciel. On a du Spotify, on aurait Booking pour l'hôtellerie, on aurait Dassault Systèmes en France, ARM que je connais pas du tout, Adyen que je connais pas, qui est aux Pays-Bas, paiement en ligne. Mais c'est vrai qu'en Europe, nous on est envahis par les GAFAM, ils ont tout pris quoi. On n'a plus grand chose. Lydia, c'est peut-être c'est français, non? Je sais plus. Ouais, mais bon, ouais. C'est même moi j'uticise plus Lydia. Même moi je suis plus convaincu. Ouais, alors c'est vrai que là pour le coup on parle d'acteurs tech. Donc plus largement que du simple numérique. Et c'est là où ARM, donc le britannique, au départ britannique, et qui ensuite a été racheté par la banque japonaise SoftBank, et qui conçoit, qui est présente sur le segment logiciel des puces. La fabrication des puces. Bon, mais pour le coup, c'est peut-être effectivement dans les semi-conducteurs où il y a quelques niches d'excellence côté européen. Et c'est là où spontanément on pense souvent à l'acteur néerlandais. Des puces dont évidemment le nom m'échappe maintenant à l'instant où on se parle, qui lui est spécialisé sur la lithographie des puces, donc des puces extrêmement miniaturisées. ASML. Et c'est un processus que seul cet acteur ASML, dont la capitalisation boursière excède la plupart de nos géants, hein, de nos géants économiques. Donc ça montre bien là voilà le côté extrêmement sensible et très performant en fait de ces sociétés qui a été convoité par à la fois par les Chinois, par les Américains, mais pour l'instant il y a une capacité à se protéger qui est toujours très présente. Mais effectivement SAP, bon, qui dépend quand même pas mal de clients américains ou d'autres, sont quand même très interdépendants par rapport aux écosystèmes internationaux, à commencer par l'écosystème américain. Donc c'est là où on peut nuancer un tout petit peu cette forme d'autonomie, voilà, de capacité à rester purement européen. Mais bon, globalement, il reste quand même quelques sociétés en effet, mais ça va peser très peu par rapport aux 80%. Quasiment de part de marché des 3 hyperscalers américains dans le cloud en Europe, ou évidemment sur toute la partie réseaux sociaux où là on est quand même bien en peine de citer des plateformes qui aujourd'hui subsistent en 2026 et sont prisées notamment des plus jeunes générations. Donc là en effet on peut tenter d'être pessimiste. Après j'essaie d'éviter moi d'être sur ce créneau pessimiste parce que c'est extrêmement facile aujourd'hui. En Chine, on va juste rappeler qu'il y a un acronyme qui est le BATHX, les BATHX, donc Huawei, ByteDance, Alibaba, Tencent, Baidu, ouais, et Xiaomi. Il y a 2 fois B. Bon, je me suis peut-être trompé sur un B. On va juste ces plateformes ne font pas que des choses bien dans le monde. D'ailleurs, la notion du bien, tu l'évoques dans le livre. Qu'est-ce que c'est que faire le bien quand on est un GAFAM, c'est bien eux qui décident. J'adore t'as 2 tableaux dans le livre qui expliquent toutes les pratiques anticoncurrentielles des GAFAM, genre abus de position dominante, acquisition favoritisme sur des propres services, clause d'exclusivité, etc., etc.
pareil sur l'optimisation fiscale, où tu fais la liste montage fiscaux complexe, manipulation des prix de transfert, facturation hors du lieu de vente, exploitation d'actifs immatériels, bref, il y en a beaucoup. Mais dans ton livre, tu reviens quand même sur le fait que ces GAFAM ont été à leur début, ont eu un côté positif sur la démocratie. Elles ont été la voix du peuple. Et ça a c'est l'air lointain maintenant. On dirait que ça a l'air lointain. Ouais. On a oublié. Alors effectivement, on l'a un peu oublié, sauf quand on se remémore quelques petits faits d'armes au moment des printemps arabes notamment. Ça a été un petit peu le point culminant de l'utilité sociale. Allez, on va dire, on va forcer un peu le trait de ces GAFAM. Donc printemps arabe de fin 2010, 2011, où les YouTube, les Facebook, les Twitter ont été quand même très utilisés par les jeunesses, voilà, très connectées, hein, à la fois en Égypte, en Tunisie, un tout petit peu en Syrie, même si ça n'a pas duré longtemps bien sûr, au Yémen un tout petit peu aussi, pour se coordonner politiquement, essayer voilà de faciliter des démobilisations citoyennes à un moment où les populations de ces pays étaient réprimées dans le sang. Donc c'est là où en communiquant aussi ouvertement sur l'idée même de démocratie, sur le fait d'aller contribuer à l'émancipation finalement des peuples, sans faire de parallèles historiques bien sûr, mais où ces plateformes ont été rapidement assimilées à l'idée de faire le bien. Et d'ailleurs, si on se remémore les slogans au tout début des Google et consorts, l'idée était plutôt de mettre en avant ce caractère bienveillant au monde, etc. Donc alors, évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, a commencé, et je crois que je le rappelle dans l'ouvrage, hein, le scandale Cambridge Analytica, qui a été la séquence Brexit en 2016 avec les révélations sur Cambridge Analytica, donc le fait d'utiliser Facebook à des fins malveillantes. Et ça a jeté un premier pavé dans la mare, parce que c'est vraiment un moment où on a pris conscience de l'autre côté de la pièce. Hein, que c'était vraiment un côté Janus, hein, donc avec un côté bienveillant, don't be evil, et tout va bien se passer. Et de l'autre côté, finalement, des plateformes qui sont de plus en plus utilisées pour aller répandre de la désinformation à bas coût et favoriser la diffusion d'idées. Effectivement, d'idées antidémocratiques, d'aller attiser les peurs, d'aller accroître les clivages au sein des sociétés, etc. Donc c'est un moment, hein, 2016-2017, et à partir de là, ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui, où notre propre rapport à ces technologies a quand même pas mal changé. Un autre tournant que j'ai pas mentionné, mais je peux le faire rapidement, hein, c'est finalement d'autres révélations en Birmanie, au Myanmar. Hein, donc la junte au pouvoir, la junte militaire au pouvoir a beaucoup compté sur justement cette diffusion d'idées criminelles, génocidaires via la plateforme, et qui a elle-même fait l'objet d'un rapport de l'ONU à l'époque pointant ses responsabilités dans cette diffusion de discours haineux et génocidaires, mais sans qu'il n'y ait eu depuis de vraies conséquences sur l'activité même, hein, de Facebook. Donc ça, c'est aussi intéressant de relever le côté un peu hors sol toujours aujourd'hui, hein, l'absence de responsabilité judiciaire en l'occurrence, pesant sur un GAFAM comme Facebook. Thomas a une citation sur laquelle il voudrait te faire réagir. Absolument. Ça fait la suite aux démocraties et faire le bien, donc ça tombe très bien. Moi, c'était le passage que tu disais. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans cette polarisation idéologique en attribuant une prime d'audience aux discours simplificateurs, extrémistes, violents et outranciers, du simple fait de leur capacité à capter l'attention. Moi, la question que je me pose en lisant ça, c'est est-ce que c'est un choix politique, un choix, est-ce que c'est une décision parmi d'autres choses, ou est-ce qu'en fait, c'est un reflet de notre fonctionnement à nous, humains, et que finalement on n'est pas une si belle race que ça, quoi. Alors
Là, je sens une forte pression sur mes épaules pour répondre à cette question qui m'écrase. Non, alors non, il y a un côté un peu déprimant effectivement dans effectivement le constat qu'on peut faire dans notre responsabilité collective. C'est vrai qu'il y a à travers cette prime d'audience donnée à des contenus qui vont émouvoir, qui vont choquer, qui vont faire réagir très rapidement, et très souvent ça va passer par l'outrance des insultes, et Donald Trump l'incarne à lui seul peut-être mieux que tout le monde. Bon, mais pour le coup c'est pas rigolo. C'est extrêmement sérieux, et ce modèle d'affaires, les GAFAM l'ont perfectionné à un niveau qu'on n'aurait pas du tout en fait imaginé. Donc, alors de là à nourrir l'idée selon laquelle c'est voulu, ça a été voilà anticipé, etc. de la part de ces sociétés. C'est peut-être un peu délicat. Alors il y a évidemment des révélations en interne, enfin, de la part d'anciens de chez Facebook, etc. qui ont montré depuis déjà des années que effectivement il y a quand même des formes d'efforts portés sur des algorithmes qui vont à la fois mouliner des données personnelles, et en même temps essayer de mettre en avant certains types de contenus, leur donner une viralité beaucoup plus poussée que via un fonctionnement plus vertueux. Et c'est là où on peut accuser, je pense, de façon très légitime ces principales plateformes. Et c'est X évidemment depuis 2022. Hein. On l'a vu, c'est peut-être l'exemple le plus intéressant, où depuis le rachat par Elon Musk, X met en avant des contenus pour le coup très clivants. Quand chacun de nous, si vous êtes tous les deux sur X, vous voyez bien que sur votre timeline, vous avez des contenus que vous ne souhaitez pas forcément voir. Donc, avec une prime donnée une vision très très idéologique de la politique. Des contenus parfois voilà très 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 misogynes, outranciers, etc. Donc ça c'est quelque chose pour le coup qui résulte d'un choix qui a été fait par le patron d'une société qui ne cache pas du tout ses propres opinions politiques, et qui a fait d'ailleurs partie pendant quelques mois de l'administration Trump 2. Bon. Mais X est un exemple parmi d'autres, et c'est vrai que d'ailleurs pour l'anecdote, X ne fait pas partie des GAFAM, au sens où déjà à travers son acronyme, mais aussi parce que son modèle d'affaires n'a jamais été satisfaisant. Donc ça c'est intéressant de voir le décalage qui peut exister entre une société X, Twitter, qui a eu et qui a toujours en partie un rôle majeur dans la vie internationale, et en même temps le business model de X a toujours été très bancal. Le nombre de fois où Jack Dorsey, le cofondateur, s'est fait virer, ensuite a réintégré le board pour ensuite se voir remercier. Bon, c'est quand même particulier, et on n'a jamais vu ça chez un Facebook ou chez un Amazon. Donc c'est aussi intéressant, et je pense que tout ça aussi est lié à ce côté vertueux versus pollution du débat, désinformation, etc. On va parler un peu du L'avenir. futur. On terminera là-dessus. C'est dans ton livre, t'évoques que toute l'Europe, le combat avec la Chine, l'Europe qui met des amendes, les États-Unis qui utilisent les GAFAM. Mais toi, tu les vois comment, ces GAFAM, d'ici 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Alors, je pense que c'est important d'abord, c'est de bien mesurer le virage qui a été amorcé depuis janvier 2025, donc depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. Alors là, il y a peut-être une tentation de mettre en avant le côté beaucoup plus idéologique. Même si ça peut être un raccourci, et puis on peut très bien estimer que les GAFAM sont allés comment dirais-je, s'aplatir devant la Maison Blanche par pur intérêt, par pur opportunisme commercial. Alors certes, mais une nouvelle fois, si on s'intéresse aussi aux idées propres de ces principaux patrons de la tech américaine, on peut aussi estimer que le volet idéologique compte aussi en partie dans l'agenda commercial de ces sociétés. Donc là, si on se projette un petit peu dans le futur,
Alors à horizon 20-30 ans, c'est très compliqué et pour le coup assez bancal, mais à un horizon de temps de 5 ans à 10 ans, je pense on peut très bien postuler l'idée que il y aura une sorte de durcissement idéologique de certaines de ces plateformes, avec une affirmation du caractère très libertarien, donc anti-État, le fait de vouloir échapper à tout prix à l'impôt. Donc ça, c'est quand même une constante aussi dans une partie de la classe politique américaine. Donc pour le coup, ça peut se répercuter aussi chez ces GAFAM. Et quand on voit aussi la surface idéologique prise par des Peter Thiel, dont on n'a pas parlé, ou d'autres idéologues plus ou moins obscurs, mais qui ont de vraies conséquences, un vrai impact en termes d'orientation d'investissement. Donc ce sont des personnes très présentes dans tout le monde du capital risque américain. Et là, on peut très bien imaginer une influence politique qui peut être décisive à Washington sur un J.D. Vance, par exemple, un vice-président actuel américain, pour aller raffermir sa vision très libertarienne, très MAGA, très religieuse aussi, Lié aux lumières sombres, hein, c'est cette internationale réactionnaire. Absolument, voilà, absolument. Pardon, tu parles de l'international réactionnaire, c'est ça? Voilà, j'évoque ça à demi-mot. Alors, évidemment, avec une petite limite conceptuelle, c'est-à-dire que c'est pas, le fait de mettre en avant des certains penseurs, les Curtis Yarvin et d'autres, qui peuvent être influents à un moment dans certains débats, le fait de les mettre en avant comme ça, à mon avis, c'est peut-être une limite parce que il ferait mieux de rester finalement dans la pénombre plutôt que de les mettre dans la lumière, où en fait ils ne demandent que ça pour ensuite avoir une influence politique importante. Bon, il y a aussi un autre enjeu, c'est et c'est là où vu d'Europe c'est intéressant, c'est la capacité que peut avoir à 5 ans, à 10 ans l'Union européenne comme entité politique qui protège à la fois son propre marché, mais qui va imposer ses propres règles. Alors ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'effet de Bruxelles. Le Brussels Effect, qui en fait était censé illustrer l'influence de la Commission européenne dans toutes les normes et les standards numériques du monde entier. Alors ça s'est passé d'abord par le RGPD, après il y a eu le DSA, le DMA, donc pour les services, pour le marché numérique. Mais est-ce que dans 5 ou 10 ans, l'Union européenne sera aussi influente et aussi puissante? Et si oui, si elle l'est, est-ce que ça va réellement contraindre les GAFAM? Alors si on est optimiste, on peut très bien dire que oui, parce que quand un Elon Musk réagit vertement contre une amende de 120 millions de dollars sur X, ou Apple ou Google aussi, ils sont pas contents. Finalement, ce sont pas des réactions publiques qui sont cosmétiques. Ça montre bien leur gêne et leur gêne par rapport à un marché, l'Europe. 500 millions d'utilisateurs, qui est quand même assez incontournable pour la plupart de ces plateformes. Donc moi j'irai pas sur une lecture trop pessimiste, parce qu'on peut très bien là aussi remettre en avant l'idée dans 5 ans, dans 10 ans, d'une Union européenne qui est capable, qui a su développer à la fois des outils juridiques et en même temps une vraie confiance politique. Pour aller réguler un espace au sein duquel on ne veut pas de plateformes qui vont propager de la haine, des discours criminels, etc. Donc c'est un point, je pense, d'espoir, on va dire. Et puis sinon d'un point de vue purement économique lié à l'innovation, et ça renvoie à des considérations économiques au long cours, où chaque empire périra, comme on dit, où on peut très bien imaginer que un Meta ou un Amazon s'est fait dépasser par une concurrence qui a su prendre les devants par une innovation de rupture, par une plus grande habileté aussi à se saisir des grandes tendances et des usages. Et c'est là où, et c'est peut-être la fin de ma réponse, il faut pas rester trop européocentré, trop américano-centré quand on parle de ces GAFAM. Il faut aussi avoir une focale beaucoup plus large et s'intéresser aux usages du numérique en Afrique subsaharienne,
en Amérique latine, en Asie, en Asie du Sud-Est, parce que les usages évoluent très très vite et que tout ça est observé de près par ces GAFAM et qui peuvent être mis en porte-à-faux et mis en difficulté à un moment donné. Donc ne pas prendre en fait la puissance de ces GAFAM comme acquise, parce que tout peut être retourné à un moment donné. Donc ça, c'est aussi, je pense, plutôt important à avoir à l'esprit si on se projette à l'horizon de temps 5 ans, 10 ans. J'avais une toute dernière question. Et promis, après c'est terminé. Bon, ça prolonge un peu la réponse que tu avais donnée avant. C'était là aujourd'hui, on a des GAFAM qui ont, on peut dire peut-être transcendé leur statut d'entreprise. C'est devenu vraiment des superpuissances géopolitiques. C'est des puissances qui vont même écrire des cartes pour certaines, pour Google. Voilà, plusieurs. Ces entreprises sont devenues si puissantes que parfois elles rivalisent même et dépassent certains PIB en termes de. Bon, c'est des comparaisons hasardeuses, mais c'est pour donner un point de vue sur leur influence. Est-ce que vraiment ces structures ont transcendé également les États? Est-ce que les États sont devenus impuissants face aux GAFAM, ou est-ce qu'on a encore un espoir? Est-ce que les États ont encore une chance, des outils pour lutter contre leur influence? Alors ouais, si on place la focale sur effectivement l'influence de nos États, leur puissance, leur capacité à maintenir leur souveraineté, leur autonomie de décision, bon là on peut être un tout petit peu pessimiste parce que en effet, si on pense d'ailleurs un domaine qu'on n'a pas évoqué, la guerre, aujourd'hui on a des GAFAM qui sont en mesure d'aller livrer clé en main aux États des capacités de renseignement, qui sont en capacité d'aller restocker très rapidement des jeux de données hyper importants dans des serveurs sécurisés situés à des milliers de kilomètres. Donc en temps réel, je dirais, ce sont des plateformes qui sont extrêmement agiles et savent même anticiper les besoins des États dans des contextes d'urgence. Et c'est là où je développe un tout petit peu dans le livre la question de la guerre en Ukraine. Là, typiquement, c'est un exemple passionnant parce que ça montre bien les dépendances très fortes que ces GAFAM ont su tisser avec le gouvernement ukrainien. Qui à un moment donné, en février 2022, et par la suite, était aux abois par rapport à la menace militaire de la Russie. Et quand Amazon, via ses mini data centers portatifs, a relocalisé des jeux de données vers la Pologne et l'Irlande, bah ça a été très utile. Quand Mandiant, filiale cybersécurité de Google ou Microsoft, incontournable, a su livrer là aussi du renseignement sur la menace cyber russe au profit de Kiev, ça a été très utile. Donc il y a effectivement des dépendances très très puissantes qui se sont tissées, et c'est là où effectivement nos appareils étatiques dépendent de plus en plus de capacités technologiques qui se trouvent être possédés par des acteurs américains. Donc c'est là en fait on peut être un petit peu pessimiste au sens où en Europe on n'a pas encore réussi à contourner, à contrer, à avoir des contre-réponses vraiment complètes, vraiment satisfaisantes par rapport à tout ça. Les choses changent très vite, évidemment. Hein. C'est vrai que le monde de la défense est peut-être un point d'entrée qui est très intéressant aujourd'hui sur toutes ces scènes technologiques où on voit que de l'Ukraine, de la Pologne, de la France, de l'Allemagne, etc. Il y a des initiatives qui essaient et qui essaie de prendre le contre-pied par rapport au service des GAFAM. Donc c'est intéressant de voir que dans un contexte très particulier qui est celui d'une guerre, et une guerre franchement pas sympathique, pour le coup une guerre de haute intensité, il y a peut-être des solutions qui peuvent émerger pour essayer de contourner la toute puissance de ces GAFAM. Eh ben merci beaucoup. Julien. Ton livre, il s'appelle Les GAFAM, même si on a compris que cet acronyme ne représentait plus tout, et surtout il y a encore le F de Facebook dedans quand même. Merci d'avoir participé à ce podcast qui est dispo chez tous les GAFAM, ça tombe très bien. Hébergé sûrement chez Amazon, disponible sur Facebook, écoutable sur Apple, avec Microsoft je sais pas ce qu'on peut faire, et trouvable sur Google, comme ça on les a tous. Et en fait, on peut l'acheter même en double si vous voulez. En fait il manque uniquement la série Netflix. Ouais, c'est ça. Pour bientôt, hein. Bientôt. Ça me paraît. Voilà. Ça me paraît évident. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour toutes tes réponses, c'est passionnant.